D'autant plus que je suis très contente de revenir pour un Midi de l'Europe à Saint-Louis, parce que c'est une très belle occasion de présenter une partie de mes recherches et de pouvoir en discuter avec vous aujourd'hui. Et donc, effectivement, ce projet porte sur l'économisation de l'état de droit au sein de l'Union européenne, et j'ai choisi pour vous exemplifier cette situation qui apparaît depuis à peu près 2-3 ans, l'exemple qui est particulièrement parlant du semestre européen. Alors, sur le slide suivant, donc, bon, je pense qu'en matière d'état de droit, il y a différents constats qui sont posés depuis très longtemps par la littérature dans différents domaines, hein, évidemment la littérature juridique, mais pas que, et cette recherche s'inscrit à partir de ces constats. Donc, évidemment, depuis à peu près une décennie, des problèmes dans le cadre du respect des valeurs européennes, et en particulier de l'état de droit au sein de certains États membres, et puis assez rapidement, une prise de conscience sur le fait que les instruments qui étaient mis à disposition de l'Union européenne, en particulier dans les traités, n'étaient pas capables, ou en tout cas ineffectifs, pour renverser cette tendance au sein de plusieurs États membres. Alors on pense évidemment en premier lieu à la Hongrie et la Pologne, et ce sont les principaux exemples que je vais prendre, mais c'est une problématique qui touche pas que ces deux États-là, mais bien plus large, y compris dans sa dimension citoyenne. Et puis, à un moindre niveau, d'autres États membres, encore comme moi, en France ou en Belgique, dans d'autres pays. Cette situation qui s'explique à la fois pour des motifs politiques et juridiques. Par exemple, on pense à l'article 7, à la difficulté à trouver les majorités requises en raison de toute une série de blocages politiques, aux discussions qui entourent l'utilisation du recours en manquement, notamment par rapport à la justiciabilité autonome de l'article 2, ont conduit la Commission européenne en particulier à essayer de diversifier ses moyens d'action, avec toute une série de nouveaux instruments qui ont été créés. En 2014, on a le cadre pour l'état de droit, puis le mécanisme pour l'état de droit, etc. Mais, et ça c'est vraiment la base de cette recherche, la crise du Covid-19 constitue, en tout cas à mon sens, un moment charnière dans la mise en place de cette politique européenne en matière d'état de droit, parce qu'on assiste à une réorientation de la stratégie européenne en la matière. Donc on continue bien entendu à recourir aux anciens instruments, si on peut dire ça comme ça, mécanismes pour l'état de droit, les recours en manquement, etc. Mais on commence à utiliser de manière beaucoup plus systématique des instruments qui ont une nature économique et budgétaire. C'est-à-dire toute une série d'instruments qui n'ont pas été conçus, qui n'ont pas été pensés, qui ne fonctionnent pas pour normalement englober des problématiques liées à l'état de droit, mais qu'on a instrumentalisé à cette fin. Et donc, par exemple, le semestre européen en fait partie, mais parmi les autres instruments qui sont très connus et dont on parle beaucoup, il y a le fameux règlement conditionnalité qu'on a adopté il y a un peu plus de 2 ans. Et cette nouvelle stratégie que je vais vous détailler aujourd'hui, ce sera la première partie de mon intervention et qui sera relativement courte, parce que je vais juste en établir les grandes lignes pour ensuite me concentrer sur le semestre européen, a bien entendu des conséquences. Et l'hypothèse de cette recherche, c'est qu'elle conduit à une économisation de l'état de droit. Autrement dit, on commence de plus en plus à protéger uniquement les dimensions de l'état de droit qui sont favorables aux objectifs économiques de l'Union européenne, principalement évidemment la croissance, la compétitivité, et au contraire d'autres dimensions de l'état de droit qui n'ont pas un impact direct sur la croissance et la compétitivité sont invisibilisées dans cette stratégie, dans le sens où ces dimensions-là continuent à être appréhendées par des instruments en matière d'état de droit, mais que l'on sait être relativement inefficaces face à des stratégies délibérées de contournement des valeurs européennes, donc lorsqu'on a une crise systémique de l'état de droit. Et évidemment, cette économisation a elle-même des conséquences. Parmi celles-ci, sur la notion même d'état de droit, on le verra en filigrane tout au long de mon propos, apparaît une divergence entre la définition de l'état de droit telle qu'elle est promue par les institutions européennes, essentiellement fondée sur les travaux de la Commission de Venise, et puis celle qui est effectivement aujourd'hui protégée par les actions de l'Union européenne, en particulier au sein du semestre européen ou du règlement de conditionnalité, par exemple. On peut aussi s'interroger sur l'effectivité
de cette nouvelle stratégie de l'Union européenne? Est-ce qu'elle va effectivement permettre d'enrayer le déclin de l'état de droit? Ou pour dire les choses autrement, est-ce que l'état de droit va devenir une véritable composante de ces instruments économiques et budgétaires qui vont être mis à son service? Ou est-ce que ce sera l'inverse? Est-ce qu'en réalité, l'état de droit devient une partie de la stratégie économique et budgétaire de l'Union européenne et non pas un objectif en soi? Et puis, troisième impact important lorsqu'on est juriste, c'est évidemment l'impact sur l'ordre constitutionnel européen. Là aussi, toute une série de constats qui ne sont pas nécessairement nouveaux au sein de l'Union européenne, mais qui démontrent qu'on est dans une tendance croissante vers la mise en place de ce qu'on pourrait appeler une dominance exécutive au sein de l'Union, c'est-à-dire une emprise sur le processus décisionnel par des acteurs qui exercent des fonctions exécutives, que ce soit le Conseil européen, Eurogroupe ou encore la Commission européenne, au détriment d'autres acteurs qui sont plutôt en charge d'assurer le contrôle, que ce soit le contrôle démocratique ou même à certains égards juridictionnel, des conséquences sur la répartition des compétences. Donc là, je fais plus particulièrement référence au concept de compétences CRI, que je vais détailler plus tard, ou même on peut encore parler de questions liées au principe d'égalité entre États membres. Alors, la nouvelle stratégie, donc la première chose que je voulais aborder avec vous, donc comme je vous le disais, c'est évidemment pas apparu avec le Covid-19, c'est quelque chose qui était dans les travaux de la Commission européenne depuis longtemps. Je vous ai remis deux exemples. En 2018, on a déjà cette proposition de lier les financements européens au respect de l'état de droit, via évidemment les fonds structurels, mais également via la mise en place d'un règlement qui permettrait d'adopter des sanctions financières lorsqu'il y aurait des défaillances généralisées en matière d'état de droit. Ce règlement a mis beaucoup de temps à voir le jour. Il a été substantiellement modifié pour que juridiquement il puisse passer en particulier le prisme de la Cour de justice. Et donc aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que ce n'est pas vraiment un règlement qui protège l'état de droit, mais vraiment un règlement qui protège plutôt les intérêts financiers et le budget européen, même si bien entendu, ça a un aspect état de droit assez important. Un autre exemple, ce sont deux communications devenues assez célèbres de la Commission européenne en 2019 sur comment renforcer le respect de l'état de droit au sein de l'Union. Et à ce moment-là, elle insiste sur toute une série d'outils économiques et budgétaires, fonds structurels bien entendu, mais également sur le semestre européen et rattaché au semestre européen, sur le tableau de bord pour la justice qui a été créé en 2013, en disant on l'utilise déjà, donc c'est déjà une dimension qui était présente dans le semestre européen, mais pour renforcer le respect de l'état de droit, on pourrait encore le développer davantage et faire de l'état de droit une des composantes du semestre. Et le semestre est à ce moment-là plutôt appréhendé comme un moyen, comme un mécanisme d'alerte précoce qui pourrait lui aussi venir un petit peu en amont d'une éventuelle activation de l'article 7. Alors, cette stratégie qui est poussée par la Commission européenne, elle a un peu du mal à passer au sein le prisme, en tout cas intergouvernemental, auprès de certains États membres. Et comme je vous le disais, c'est finalement le Covid-19 et la nécessité de négocier un plan de relance économique et sociale au niveau de l'Union européenne qui va permettre d'engranger toute une série d'avancées, et en particulier au sein du Conseil européen, qui, lors d'un conseil qui est devenu assez célèbre également en juillet 2020, va s'accorder sur en tout cas, les lignes générales que devrait prendre Next Generation EU, donc ce fameux plan de relance, et toute une série de choses qui pourraient intervenir au soutien de l'état de droit. Donc on a par exemple un accord de principe sur ce règlement en conditionnalité, dont les détails doivent encore par la suite être modifiés, proposés par la Commission. Mais c'est très clair à ce moment-là qu'on va introduire une forme de conditionnalité liée à l'état de droit et une conditionnalité macroéconomique, c'est-à-dire lier aussi ces financements européens, et ça a une importance, on le verra en matière d'état de droit également, au respect des recommandations spécifiques qui sont émises dans le cadre du semestre européen. Donc la position du semestre européen est extrêmement renforcée. Alors pour rendre tout ça peut-être plus digeste, je vous l'ai remis sous la forme d'une ligne temporelle / schéma. Donc on voit bien qu'il y a une évolution dans les moyens d'action de l'Union européenne avec une diversification de ces moyens d'action, avec plutôt sur le côté gauche du schéma des outils qui vont être
qui vont plutôt relever du dialogue, du mécanisme de persuasion entre l'État membre qui connaît les problèmes d'état de droit et la Commission. Voilà, typiquement, le cadre pour l'état de droit, on sait bien que c'est plutôt un mécanisme qui est destiné à favoriser ce dialogue et à essayer d'amener volontairement l'État à changer son fusil d'épaule en la matière. Plutôt vers la gauche, on voit des outils qui impliquent une forme de coercition. Donc, par exemple, les paragraphes 2 et 3 de l'article 7, les recours qui peuvent être introduits devant la Cour de justice. À la suite du Covid, on voit bien qu'on a quand même toute une série de choses qui apparaissent ou qui sont en tout cas renforcées. Là aussi, avec une forme de coercition, on a le règlement conditionnalité dont je vous parlais. Et puis des mécanismes que je ne vous ai pas vraiment classés, que j'ai mis un petit peu au milieu, dans la mesure où en réalité, ils empruntent des codes à la fois au dialogue et à la persuasion. C'est le cas du semestre. Ce n'est pas un mécanisme qui est hiérarchique, c'est un mécanisme qui noue ce dialogue entre les institutions et la Commission en particulier, et un peu plus tard dans le processus, le Conseil et les États membres sur le contenu de ces négociations, sur les analyses économiques qui sont produites, etc. Mais avec aujourd'hui, quand même dans le cadre du semestre, un élément coercitif. Cet élément coercitif, il y a eu beaucoup de débats déjà avant la crise Covid, parce que certains estimaient qu'il était déjà présent d'une certaine manière. D'autres disaient non, 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 on est toujours dans un mécanisme qui est bien non contraignant, etc. Aujourd'hui, et en tout cas c'est la position que je défends, on ne peut plus dire que le semestre européen, et en particulier les recommandations, sont non contraignantes. Elles sont non contraignantes dans le texte, ce qui crée éventuellement un problème juridique, mais dans les faits, de facto, elles le sont devenues, et elles le sont devenues via cette fameuse conditionnalité macroéconomique dont je vous parlais il y a un instant, et qui a été actée par le Conseil européen en juillet 2020, en liant semestre européen et facilité pour la reprise et la résilience. Donc cette facilité, comme vous le savez sans doute, c'est le principal instrument de la relance économique européenne. Donc l'Union a octroyé à ses États membres des financements sous la forme de prêts et ou de subsides. Et en contrepartie de ces financements, les États doivent s'engager à adopter toute une série de réformes, en règle générale des réformes structurelles, et des investissements dans toute une série de domaines qui sont en réalité extrêmement larges. Et si ces États ne respectent pas les plans qu'ils ont soumis, qui ont été approuvés par le Conseil, il y a des sanctions à la clé, des sanctions qui sont de type financier, c'est-à-dire la suspension des financements, leur suppression, voire parfois même le recouvrement des sommes qui ont déjà été perçues. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu ne veux pas le règlement conditionnalité, ou même alors même autre type de coercition ou d'absence de coercition? Pourquoi c'est le cas, on va même logique. Oui et non, dans le sens où, dans ce qui est semestre, facilité et fonds structurels, il y a des plans de réforme ou des programmations. C'est-à-dire qu'il y a quand même un accord sur une sorte de programme politique qui doit être mis en œuvre par l'État, avec une négociation. Et la sanction, elle intervient, mais vraiment dans un processus ultime. Ce n'est pas l'objectif initial, tandis que le règlement conditionnalité, l'objectif, c'est la sanction. Même si c'est vrai qu'il y a une phase de dialogue, comme d'ailleurs dans le recouvrement plan, qu'on aurait pu aussi, alors à ce moment-là, placer, etc. C'est plutôt au niveau de l'objectif qui est poursuivi par l'instrument que j'ai fait l'arbitrage, mais c'est vrai qu'il y a des dimensions qui peuvent un petit peu se chevaucher les unes les autres. Et donc cette facilité, on a ces fameux plans, et pour pouvoir bénéficier des financements, une des conditions, c'est le respect des recommandations spécifiques par pays. Et donc si on ne respecte pas ces recommandations qui sont émises dans le cadre du semestre, il y a aujourd'hui des sanctions à la clé via la suspension des financements qui ont été octroyés dans le cadre du plan de relance. Et donc on voit là que le mécanisme devient de plus en plus contraignant. Alors ici, je me concentre sur la relation semestre européen et facilité. Il y a aussi beaucoup de choses à dire qu'on peut dire sur la relation semestre européen, fonds structurels, et toute une série de modifications qui ont aussi été introduites dans le nouveau cadre général qui est relatif aux fonds structurels, par exemple en termes de respect de la Charte des droits fondamentaux qui figure parmi dans les conditions pour pouvoir bénéficier aussi des fonds. Donc on voit une vraie évolution et on voit que ces instruments d'ordre économique et budgétaire, bien que présents, sont intensifiés dans la politique européenne en matière d'état de droit. Et ça se voit en particulier lorsqu'on se penche dans le cadre du semestre, donc c'est vraiment la deuxième partie de ma présentation. Dans le cadre du semestre européen, on peut également le voir de manière assez importante, ces moments charnières. Donc, bon, sans surprise, deux cas d'études assez évidents, Hongrie, Pologne. Mais comme je vous le disais,
On aurait pu prendre d'autres cas, Malte ou l'Italie, on peut aussi voir un certain nombre de schémas et de problématiques en matière d'état de droit, même si elles n'ont pas nécessairement la même intensité. Et donc ici, l'idée, c'était de montrer comment l'état de droit est pris en compte au sein du semestre européen, quels sont les domaines qui vont être couverts et qu'on peut relier à un principe en matière d'état de droit, est-ce que ça se diversifie au fil du temps, et ensuite, dans un second temps, les justifications qui sont apportées à ces recommandations spécifiques et en quoi est-ce qu'on peut alors à ce moment-là parler d'une forme d'économisation. Donc ici, dans le premier cas, c'est celui de la Hongrie. Donc on voit toutes les recommandations qui ont été adressées à la Hongrie et qui présentent un lien avec l'état de droit. Donc, par exemple, on a l'éducation. Donc ça, c'est toute une série de recommandations qui sont adressées à la Hongrie en matière d'éducation et qu'on peut mettre en lien en particulier avec les politiques de lutte contre les inégalités, mais aussi de protection des minorités, puisque en Hongrie, il y a une forte ségrégation de la population rome, notamment au niveau scolaire. Donc, il y a toute une série de recommandations qui ont abordé dès l'origine. On voit, c'est vraiment une des problématiques qui est récurrente dans le cadre du semestre à l'égard de la Hongrie. Donc, dès l'origine, la Commission et puis le Conseil, lorsqu'il a adopté les recommandations, a insisté vis-à-vis des autorités hongroises sur la nécessité de mettre fin à cette forme de ségrégation scolaire de la population rome et à promouvoir toute une série de politiques pour leur permettre d'accéder évidemment à des écoles de même qualité que les autres membres de la société, de pouvoir accéder aussi au marché du travail. Donc il y a toute une série de politiques d'activation qui sont aussi promues en faveur de certaines minorités. Et en matière de marché du travail, là aussi, une constante, c'est l'égalité homme-femme, qui est énormément mise en avant par la Commission et par le Conseil, et dont les mesures qui sont à chaque fois demandées à la Hongrie, et on le verra aussi à la Pologne, c'est notamment de mettre de plus en plus en place des structures d'accueil de la petite enfance pour permettre aux femmes d'accéder au marché du travail. Mais ça va bien au-delà, au fil du temps, et on voit vraiment qu'à partir de 2018-2019, donc ça correspond aux communications qui sont sorties par la Commission européenne, par de nouvelles propositions en matière d'utilisation des fonds européens et de la conditionnalité. On voit que là, il y a de plus en plus de problématiques qui sont abordées. Puis on a l'année 2020 qui est un peu particulière dans la mesure où 2020, c'est la pandémie. Donc, il y a une sorte de reconcentration du semestre sur certaines problématiques particulières. Donc, on voit vraiment une diversité. On voit qu'on touche à énormément de domaines, le marché du travail, la corruption, l'indépendance de la justice, le domaine fiscal aussi, puisque là, on a une demande de revoir le système fiscal pour plus d'égalité entre les citoyens et éviter toute une série de mécanismes d'évasion. La sécurité juridique à travers la problématique de la stabilité réglementaire, de la qualité du processus décisionnel. Donc là, par exemple, beaucoup de recommandations sur l'association des partenaires sociaux à la prise de décision et de la société civile de manière générale. On voit en 2019, par exemple, la liberté académique, qui apparaît aussi dans les recommandations de l'Union européenne, ce qui n'est pas anodin, puisque un petit peu avant, on a un arrêt de la Cour de justice qui est rendu sur la question de la liberté académique, et en particulier d'une loi, de plusieurs modifications législatives qui avaient empêché notamment la Central European University d'exercer ses activités en Hongrie. Et donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de domaines qui sont concernés et évidemment un prisme économique, accès au marché du travail, question des compétences, etc. Sur le tableau suivant, on voit la situation cette fois-ci en Pologne et on constate plus ou moins la même chose. Avec au départ, à partir de 2011, donc ça correspond au début du semestre, relativement peu de recommandations qu'on peut explicitement lier à l'état de droit. On a, comme je vous le disais, toujours cette problématique égalité homme-femme qui est très présente, mais avec des améliorations substantielles qui sont constatées entre 2011 et 2014 par la Commission européenne, à tel point qu'à un moment donné, elle cesse d'émettre des recommandations en matière d'égalité homme-femme et d'accès au marché du travail à partir de 2015. Alors, vous voyez parfois une petite croix entre parenthèses, ça signifie qu'il n'y a pas eu de recommandations spécifiques, mais que dans les motivations, donc dans les considérants, on a évoqué cette problématique. Mais il n'y a juste pas d'obligation, pas de recommandation en demandant aux États d'adopter des mesures concrètes. Et donc, en 2015-2016, la Commission, le Conseil disent attention, il y a des améliorations, il faut continuer les politiques en la matière. Mais en 2015, on sait qu'en Pologne, à ce moment-là,
il y a quand même le parti droit et justice qui arrive, et en fait, immédiatement après, une dégradation de nouveau de l'égalité homme-femme et l'apparition de nouvelles problématiques en matière d'état de droit, avec une intensification des questions qui sont abordées à partir de 2009-2020. Et donc là aussi, ça correspond assez bien à la promotion d'une réorientation d'une stratégie en matière d'état de droit par l'Union européenne. Et on voit qu'à nouveau, les problématiques sont assez équivalentes: sécurité juridique, justice. La corruption n'est pas abordée, en tout cas en matière polonaise, mais égalité, également la question de la protection des minorités, essentiellement de certaines populations, celles qui sont issues de l'immigration, les femmes, les personnes âgées, etc., mais relativement peu, par exemple, des personnes LGBTQIA+, qui peuvent parfois être abordées dans d'autres recommandations. Par exemple, à l'égard de la Roumanie et de la Bulgarie, ça a pu être mentionné, mais en disant, attendez, il existe un autre mécanisme de coopération et de vérification, et de toute façon, c'est abordé dans ce cadre-là, donc je ne refais pas des recommandations en la matière. Donc parfois, la question de ces minorités sont abordées, mais pas spécifiquement, par exemple, dans le cas polonais. Donc, pas mal de domaines qui sont couverts. Quant à la justification de ces domaines, elle est évidemment sans surprise, plutôt d'ordre économique et budgétaire. Sans surprise, parce qu'à partir du moment où on est dans un outil qui a été conçu à ces fins-là, c'est assez logique que la rhétorique qui soit utilisée soit économique, et que les fondements scientifiques entre guillemets, sont également d'ordre économique. Donc, dès l'origine, dans la première citation, c'est une citation d'une des deux communications de 2019, où on explique bien qu'en réalité, l'état de droit a une influence sur la croissance et la compétitivité. Et donc, si on veut promouvoir des réformes qui sont propices à cette croissance, il faut s'attaquer à des problématiques en matière d'état de droit, essentiellement la justice et la corruption. Et les deux dernières, la deuxième et la troisième citation, ce sont des extraits des considérants qui ont été adressés dans les recommandations spécifiques adressées à la Hongrie en 2019. Et là aussi, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une question d'état de droit, on la lie explicitement à un objectif économique. En règle générale, la nécessité d'assurer un environnement des entreprises qui soit stable, prévisible, etc., pour favoriser des investissements. Et à chaque fois, la justification elle est mise en lien avec, en règle générale, à l'égard de la Hongrie, aucune mention du terme état de droit. Donc, le mot état de droit, les trois mots n'apparaissent à aucun moment, contrairement à la Pologne, où là, le terme état de droit est utilisé quasiment systématiquement, mais toujours en lien et uniquement en lien avec la justice. Même si, comme je vous le disais, en tout cas de ma lecture des recommandations, il y a bien d'autres problématiques en matière d'état de droit que la justice qui sont abordées, mais là, la Commission ne fait pas le lien explicite entre les deux. Donc, on a aussi, et on voit bien là le pouvoir de négociation de certains États, lorsque ils interviennent dans le cadre du semestre européen, sans doute évidemment une bataille de la part de la Hongrie pour que les mots état de droit n'apparaissent pas, puisque symboliquement, ça a quand même un impact. Mais donc voilà, justification économique, et pour encore aller un peu plus loin dans ces justifications et comprendre comment ces recommandations sont construites, et aussi d'où le semestre européen puise sa légitimité. Parce qu'un élément qui, je trouve, est assez intéressant, ou en tout cas qui suscite des questionnements, c'est autant le règlement de conditionnalité, lorsqu'il a été mis en place en 2020, a suscité énormément de réactions négatives de la Hongrie et de la Pologne, au point de faire certains chantages par rapport au cadre financier pluriannuel, avec une guerre médiatique assez importante, des prises de position, des éclats, etc. Autant le semestre, alors que, comme je vous disais, il est devenu contraignant et qu'il a une très grande influence en matière d'état de droit, n'a en définitive pas suscité de réactions ou d'opposition aussi vives de la part d'États qui sont pourtant concernés au premier chef par cette évolution. La raison, c'est ma lecture de la chose, c'est que le semestre européen bénéficie d'une forte légitimité fonctionnelle au niveau de l'Union européenne. Il y a une forme de consensus sur ces objectifs et plus généralement sur les objectifs de l'Union économique et monétaire, qui font que les présupposés économiques et budgétaires sur lesquels le semestre repose sont partagés de manière générale par les États. Il y a une forme de consensus, en tout cas au niveau des mesures qui sont proposées par les institutions européennes. Donc il n'y a pas beaucoup de débats
sur la nature même de l'orientation du semestre, ce qui fait que même des petites mesures en matière d'état de droit ont tendance à passer plus facilement. D'autant plus que, au sein du semestre, il y a toute cette dimension de dire, attendez, ce n'est pas un processus politique, c'est un processus qui est en fait d'expertise. Cette expertise, elle est fournie, tout ça étant, et vous le verrez, je vais le montrer juste après, contestable dans une certaine mesure, mais c'est un peu l'idée, c'est de dire, on est des experts, on fournit une expertise économique, et donc en réalité, peu contestable. Mais, l'exemple que j'ai choisi pour montrer à quel point, en réalité, les présupposés sur lesquels repose le semestre et les instruments qui sont utilisés n'ont pas nécessairement qu'une nature d'expertise ou une nature objective, fiable, etc. Il y a toute une série de choix politiques qui sont posés et qui vont évidemment influencer la manière dont on le conçoit. Et donc, le meilleur exemple en la matière, lorsqu'on parle d'état de droit, c'est le tableau de bord de la justice, puisque c'est un des principaux instruments qui est utilisé au sein du semestre depuis 2013 pour mesurer et comparer la situation de la justice au sein des États membres au regard de l'efficience, la qualité et l'indépendance. Et il repose justement sur ces fameux indicateurs qui permettent d'objectifier, de mesurer, de quantifier en quelque sorte toute une série de phénomènes, en l'occurrence la justice, mais ça peut être autre chose. Il y a aussi des indicateurs, je ne les développe pas ici, mais vraiment en matière de corruption qui sont utilisés par la Commission européenne pour mener ses analyses et pour orienter ses recommandations. Mais donc là, en l'occurrence, c'est la justice. Et on voit bien tant dans la genèse du tableau de bord que dans son opérationnalisation, dans la manière dont on a défini les phénomènes à mesurer, dont on a récolté les données, etc., qu'il y a une orientation extrêmement politique. Il est mis en place à la suite des programmes d'assistance financière, ce tableau de bord, parce qu'à ce moment-là, la Commission, et Viviane Reding à l'époque le sait très bien, elle constate lorsqu'elle intervient en Irlande, au Portugal, en Grèce et en Lettonie, que la justice et la manière dont fonctionnent les systèmes de justice vont impacter la reprise de la croissance à la suite de la crise des dettes souveraines. Et donc, ils se disent, pour la suite, dans le cadre du semestre, qu'il va falloir prendre en compte cette dimension. Donc, la première raison pour laquelle on prend en compte la justice, ce n'est pas lié à des motifs d'état de droit, c'est vraiment lié à restaurer la croissance économique au sein de l'Union européenne. Et pour construire ce tableau de bord, une des principales sources d'influence de la Commission européenne a été toutes les études qui ont été menées en la matière par le FMI, la Banque centrale évidemment, l'OCDE, la Banque mondiale. Et donc on voit bien là l'ascendance et notamment un transfert, quelque sorte un transfert de la manière dont on conçoit l'état de droit dans ces instances, dans ces institutions financières internationales, au domaine de l'Union européenne. Et par exemple, si on prend le cas de la Banque mondiale, il y a eu pas mal d'évolutions dans sa notion de gouvernance au fil des décennies, mais elle a finalement aussi intégré les dimensions de l'état de droit, mais étant entendu que l'état de droit est conçu, et c'est ce qui apparaît aujourd'hui au sein de l'Union européenne, comme devant décrire les caractéristiques essentielles que doit revêtir un ordre juridique pour être performant économiquement. Donc on n'est plus dans une idée de limitation de la puissance publique, etc., chère à toute une série de penseurs. L'idée, c'est pas ça, c'est vraiment un système juridique qui doit avoir certaines caractéristiques particulières, et ces caractéristiques, on les appelle l'état de droit parce que ça fonctionne bien. Et donc, ce qui explique l'attention qui est apportée au semestre européen sur certaines problématiques qui sont exactement les mêmes problématiques qui vont être apportées par les programmes qui sont mis en place au sein du FMI ou par la Banque mondiale. Indépendance de la justice, qualité du processus décisionnel, c'est exactement ce qu'on a pu voir il y a un instant dans le cadre du semestre avec la participation des partenaires sociaux, etc., et la lutte contre la corruption. Et on voit qu'aujourd'hui, ce sont les principales dimensions sur lesquelles l'Union européenne est en train d'axer son action. Donc, si je donne l'exemple du semestre européen, règlement conditionnalité, c'est la même chose. Et dans une certaine mesure, le mécanisme pour l'état de droit, c'est aussi le cas. Si on voit les 4 dimensions qui sont couvertes par ce mécanisme, toutes ces dimensions-là sont entièrement couvertes. On a une dimension en plus qui est la liberté de la presse, enfin la liberté de la presse, la liberté des médias, etc., et la liberté d'expression. Mais on voit bien que l'attention, elle est quand même essentiellement mise sur les aspects d'ordre économique. Et donc, ça engendre toute une série de conséquences d'ordre constitutionnel et que je vais résumer ici plutôt sur l'existence d'un décalage. D'un décalage entre, d'une part, le fait que, via le semestre européen et l'attention apportée aux questions d'état de droit, l'Union européenne, la Commission en premier chef, en lien avec le Conseil et dans une certaine mesure le Conseil européen, ont la possibilité d'influencer la définition et la conception des politiques nationales qui ressortent toujours de la compétence des États, ou en tout cas principalement de la compétence des États.
Si on prend le domaine de la justice, on sait que l'Union a évidemment un certain mot à dire avec toute une série d'arrêts qui ont été rendus par la Cour de justice sur l'indépendance et l'impartialité, mais l'organisation des systèmes judiciaires, les procédures, etc., relèvent toujours de la compétence nationale, principalement. Donc on voit qu'on a un phénomène de compétence quid, de grignotage en quelque sorte de la sphère d'influence de l'Union européenne sur toute une série de choix sociétaux qui sont posés par les États et aussi des choix sociétaux d'ordre constitutionnel, d'où aussi l'apparition de plus en plus de cette idée de noyau dur constitutionnel auquel l'Union ne pourrait pas porter atteinte. On l'a vu en Belgique à la suite de la crise des dettes souveraines, mais c'est évidemment propre à de très nombreux États aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas, en tout cas à mon sens, une violation de la répartition des compétences en tant que telle, mais il y a quand même un phénomène d'influence qui apparaît et qui, tendu à son maximum, pourrait poser souci. Et le principal décalage qui apparaît, c'est que cette sphère d'influence, comme je vous le disais, elle est exercée par toute une série d'institutions qui exercent des fonctions exécutives et sur lesquelles il n'est pas possible d'exercer un contrôle adéquat. Principalement parce qu'aujourd'hui, ces questions d'état de droit, elles sont intégrées dans des mécanismes qui relèvent de la gouvernance économique européenne. Et la gouvernance économique européenne, elle n'a pas été pensée pour être démocratique. Pour toute une série de raisons, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était pas le Parlement européen a très peu d'influence en matière de gouvernance économique européenne. Il en a gagné un tout petit peu via un dialogue économique, mais en réalité qui fonctionne très très mal parce que les acteurs comme la Commission doivent effectivement répondre aux questions qui sont posées et venir se présenter au Parlement européen. Mais après ça, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc un contrôle du Parlement européen qui n'a pas été pensé pour pouvoir exercer une influence ou de pouvoir peser dans le débat. Et à partir du moment où des questions d'état de droit sont intégrées en matière de gouvernance économique, ben forcément, ces problèmes qui existaient apparaissent aussi en matière de politique européenne liée à l'état de droit. Et là où normalement on a un débat qui est extrêmement politique, l'état de droit, le respect des valeurs européennes, il est dépolitisé et extrait en quelque sorte du débat public et démocratique qui, au niveau de l'Union, a été essentiellement organisé au sein du Parlement européen. Donc ça a une première problématique, d'autant plus qu'aujourd'hui, au sein du semestre, à partir du moment où on intègre la relance, on intègre des questions de redistribution. Et donc là, il y aurait quand même un argument qui justifierait encore plus une implication du Parlement européen, puisqu'on n'est plus seulement sur des arbitrages d'ordre au niveau national d'ordre budgétaire ou économique, on est vraiment au niveau de comment organise-t-on la répartition, la redistribution et la répartition d'une certaine mesure des richesses entre les États membres. Et là, le Parlement est complètement dépossédé de ces questions-là. Et puis au niveau juridictionnel, là aussi, comme je vous le disais, c'est des questions qu'on se pose depuis longtemps en matière de gouvernance économique, mais qui réapparaissent à ce niveau-ci, puisque en réalité, là aussi, la Cour de justice, au niveau de l'Union européenne et dans une certaine mesure au niveau national et différentes juridictions, ont peu d'emprise sur les décisions qui sont adoptées au niveau européen, en tout cas sur les arbitrages qui sont opérés entre les exécutifs nationaux et puis les institutions qui exercent des fonctions exécutives au niveau européen. Par exemple, les plans nationaux pour la reprise et la résilience, qui intègrent les recommandations spécifiques par pays, ont été négociés d'exécutif à exécutif, avec une implication des parlements nationaux qui a été très, très variable d'un État à l'autre, mais en règle générale, la tendance est de dire qu'ils ont relativement eu peu d'influence dans la définition de ces plans nationaux pour la reprise et la résilience, puis une approbation une évaluation positive ou négative par la Commission, une approbation par le Conseil, et là aussi, Parlement européen qui est d'une certaine manière dépossédé de la manière dont on organise les politiques sociales, fiscales, de santé, d'éducation au sein de l'Union européenne. Un des exemples qui a fait où le Parlement européen s'est entre guillemets rebellé parce que ses possibilités sont limitées, c'était notamment l'approbation du plan polonais par la Commission européenne, avec un Parlement européen qui a été extrêmement choqué de la manière dont les négociations se sont passées, puisqu'il n'a pas eu accès aux informations. Il n'a pas pu inverser cette approbation. Et il en était évidemment particulièrement mécontent, au point que certains ont parlé d'une notion de censure. Et puis il y a la question aussi de la nature juridique de ces plans nationaux pour la reprise et la résilience. On ne sait pas très bien s'ils sont contraignants ou pas. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, il y a peut-être un point d'accroche avec une jurisprudence de la Cour de justice rendue dans le contexte de la crise des dettes souveraines.
mais là aussi, bon, on n'est pas très certain de la possibilité de les contester en justice, hein, par exemple des syndicats qui voudraient contester la réforme des retraites dans certains États, parce qu'elle est jugée par ses plans pour la reprise et la résilience. Et donc, très rapidement, à titre de conclusion, je voulais donc insister sur deux aspects. Le premier, dont j'ai directement annoncé la couleur, hein, c'est cette modification de la notion d'état de droit et le fait qu'on s'éloigne un petit peu de la manière dont pourtant les institutions communiquent en la matière, hein, avec en principe cette idée de limiter la puissance publique, mais en tout cas au sein du semestre et de ces instruments économiques et budgétaires, plus généralement, on en est très loin. Et surtout, on voit qu'avec l'incorporation de ces problématiques de l'état de droit dans d'autres politiques qui ont une manière très particulière de fonctionner, et en règle générale plutôt une manière de fonctionner qui sont de type managérial, hein, qui peuvent être attachées à certaines théories qui ont été développées dans les années 80 et 90, hein, de nouveau management public, de corporate governance, etc. Et donc, par ce phénomène-là, on arrive aussi à une gestion managériale des valeurs européennes, comme je vous le disais, fondée sur des plans de réforme, des indicateurs, du benchmarking, une forme de pression par les pairs à certains niveaux, une négociation, etc., etc. Et donc, on incorpore aussi dans toute la politique en matière d'état de droit les problématiques anciennes qui concernaient ces politiques, telles que la légitimité, le respect des principes de démocratie, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention.